Bonjour Thomas, bienvenue sur le podcast de Thème 3A, le podcast d'une école du groupe Compétences et Développement. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Vincent Martin qui, Bonjour. pendant un temps assez long, a dirigé Thème 3A qui aujourd'hui travaille au niveau de Compétences et Développement. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir un politologue important qui vient de publier un livre qui s'intitule «Le choc des empires au XXIe siècle». Donc la préface est d'Hubert Védrine que vous connaissez, l'ancien ministre des Affaires étrangères et puis c'est chez, Armand Collin. Alors on va parler un petit peu, dans un premier temps du choc des empires, puis, dans un second temps d'une cause qui, je crois, vous est importante, c'est la lutte contre l'extrême droite puisque vous avez aussi lancé, il y a très peu de temps, une chaîne sur YouTube qui s'intitule Uppercut TV, si je ne dis pas de bêtises. Donc bienvenue à vous. Merci, bonjour, bonjour à tous 2. On va commencer par, donc une question toute simple, qui est le début du livre, Le choc des empires. Il y a 2 choses qui, je crois, nous ont marqué Vincent, comme moi. La première, c'est le titre, puisque c'est un titre qui fait référence au choc des civilisations de Samuel Huntington. Donc ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre-là? Au-delà sans doute de l'effet un peu marketing aussi, il peut y avoir à utiliser un titre que les gens, ont en tête. Et puis, quels sont vos liens avec la thèse de Huntington, si, vous en avez, intellectuellement parlant? Et puis la deuxième chose, c'est la thèse centrale de votre livre, donc concerne l'évolution des relations internationales. Est-ce que vous pouvez nous la résumer ou la résumer à nos auditeurs, s'il vous plaît? Alors, avec plaisir. Déjà, le choc des civilisations. Hem, Voyez-vous, je me suis formé j'ai commencé à me former sérieusement intellectuellement quand j'étais étudiant à Sciences Po et à l'époque, donc on parle, alors je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, donc on est au j'étais à Sciences Po de 2000 à 2005, Mmh. donc c'était il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, les 2, on sortait d'une décennie qui avait été celle de 91-2001, qui était une décennie dans laquelle il y avait un seul empire, qu'on appelait qu'Hubert Védrine d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je lui ai demandé de faire la préface et qu'il m'a fait l'honneur d'accepter, hem, qu'on appelait l'hyperpuissance. Et c'était la seule puissance impériale parce que la Chine n'avait pas encore réémergé et la Russie, était dans les décombres post-soviétiques. Donc on était dans une situation où, il y avait qu'une seule hyperpuissance et il était totalement admis et totalement normal que si quelque chose de grave pétait quelque part, les Américains allaient s'en occuper parce que c'est eux les patrons. Et c'est difficile à comprendre aujourd'hui. C'est difficile à comprendre aujourd'hui parce que depuis, on a eu la guerre d'Irak, donc on n'a plus le réflexe de considérer une intervention américaine comme légitime et qu'entre-temps, maintenant, on a eu une montée en puissance relative d'autres puissances impériales. Il y en a une seule aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a une seule aujourd'hui qui est la Chine. Et donc, ce caractère unipolaire, transitoire, au moment où moi j'arrive comme étudiant à Sciences Po, ça fait une dizaine d'années que c'est une évidence. Et ça a juste été secoué de manière inattendue par les attentats du 11 septembre. 11 septembre 2001, je suis en première année, non, je commence ma deuxième année. Et donc au moment où là où je veux en venir, c'est qu'à l'époque, il y a 2 théories, de prospective en relations internationales qui se tirent la bourre. La fin de l'histoire de Fukuyama et le choc des civilisations de Samuel Huntington. Et donc, brièvement, le choc des civilisations de Samuel Huntington, c'est l'idée que, maintenant qu'il n'y a plus le grand choc entre 2 modèles d'idéologie politico-économique qui serait le capitalisme et le communisme. Les grands blocs vont être des blocs de type civilisationnel et il définit à grands traits, je dirais même à traits grossiers, parce que j'explique dans le livre pourquoi, à mon avis, son découpage en grandes civilisations, en réalité, ne fonctionne pas et n'est même pas une grille de lecture cohérente. Voilà, parce qu'on se retrouve avec des aberrations dans sa propre grille de lecture. Par exemple, si il dit qu'il y a une civilisation musulmane au sens très 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 fourre-tout, et qu'il y a une civilisation en gros dominée par les Américains qui serait l'Occident, donc c'est censé pas être ensemble, sauf que l'Arabie Saoudite est l'allié des États-Unis au moment de la première et de la deuxième guerre d'Irak, donc de base ça marche pas. Il y a plein de sujets comme ça sur lesquels le découpage marche pas, mais lui est dans une grille de lecture finalement de type identitaire, de type comment dire, il essentialise des grandes régions du monde entières
sur des critères tantôt religieux, tantôt ethniques, tantôt les 2, tantôt philosophiques, enfin c'est honnêtement mais à l'époque, quand le 11 septembre arrive, ça a l'air de bien fonctionner, notamment parce qu'il a dit et répété: «L'islam a des frontières, l'islam avec un grand I, le monde, géopolitique islam a des frontières sanglantes», c'est une citation d'Huntington, et on va vers un grand affrontement entre l'Occident et l'islam. Quand vous avez, les lieutenants de Ben Laden qui font péter les tours jumelles, entre autres, ça a l'air de tenir debout. Et donc c'est une des grandes thèses. L'autre grande thèse, qui est vraiment en force pendant les années 90, c'est de dire: «Vous voyez bien que les États-Unis ont gagné. Donc voilà, c'est terminé, c'est juste une question de temps. Le modèle indépassable maintenant, c'est la démocratie de marché à l'américaine». Et ça, c'est, Francis Fukuyama, à la fin de l'histoire. Ces 2 théories ont été invalidées. Elles sont invalidées parce que à l'heure où je vous parle, parce que donc le clash d'Huntington, en réalité ne s'est pas produit. C'est-à-dire qu'on est totalement sorti d'une grande confrontation entre l'Occident et l'islam, et ça n'a jamais dépassé en fait une confrontation entre les États-Unis et leurs alliés d'autre part, et d'une part, et un certain nombre d'organisations, terroristes en fait. Non, si je peux me permettre de Oui, vous interrompre, autant pour Fukuyama, effectivement, aujourd'hui, il y a pas grand monde qui va défendre, ouais. la thèse, enfin, éventuellement des éléments, mais pas la thèse en tant que telle. Enfin, la Autant réfutation principale, c'est que la Chine soit arrivée à jeu égal oui, avec un modèle autoritaire. et C'est puis une réfutation de la thèse de facto, Fukuyama, de absolument, facto. et parallèlement aussi la remise en cause Mmh. du modèle, des droits de l'homme, et cetera. Mais parallèlement, il va y avoir quand même, pour Huntington, encore beaucoup de gens qui y croient. Enfin, je crois que nous avons des étudiants tous 2, Oui, oui, tout à et fait. donc il y en a encore beaucoup qui sont séduits par la thèse, Alors je la réfute dans le prologue en et fait, qui effectivement. Ouais. qui effectivement sont pas forcément convaincus ou persuadés par des réfutations qui, en fait, de manière intéressante, arrivent presque immédiatement, Oui, en puisque fait, c'est en fait la c'est plus le je ne connais pas de gens, en fait, je connais que 2 cas de figure de gens qui pensent que Huntington a raison. C'est des gens qui n'ont pas lu Huntington, tout simplement, et qui donc restent sur une idée générale qui, en fait, n'est pas ce qu'Huntington dit. Voilà, ils en fait, ce qu'ils entendent, c'est: il y aurait un nouvel ordre mondial multipolaire. Oui, OK, et qui correspondrait à des grands découpages civilisationnels, culturels. Oui, OK, admettons. D'abord, c'est faux, et sauf que déjà, je peux m'arrêter là, et c'est faux par rapport à l'ordre du monde. C'est-à-dire que, par exemple, Huntington, une alliance aussi étroite entre la Chine et la Russie, dans sa grille de lecture, c'est pas possible. Parce qu'ils sont dans 2 ensembles civilisationnels différents. Donc déjà, c'est une réfutation assez énorme. Autre exemple, normalement, les États-Unis et l'Europe sont totalement imbriqués dans le même bloc occidental. On voit bien aujourd'hui que c'est plus compliqué que ça. mmh Il existerait un bloc sud-américain, excusez-moi, mais entre Lula et Milei, et même en fait, il y a pas de cohérence véritable d'un monde sud-américain, ça n'est pas vrai. Je sais même plus comment il classe l'Afrique, mais de mémoire, il a fait un peu n'importe Au quoi, mais départ, il la classait pas. oui, voilà, c'est ça. Mmh. C'est ce qui est complètement dingue. Mmh. Enfin, voilà. Il prend pas en compte la montée en puissance de l'Indonésie. Enfin, l'Indonésie n'existe pas en tant que future puissance impériale, mais à sa décharge, il n'est pas du tout le seul à l'oublier. Heu, je suis un des premiers, en fait, à ma connaissance, à dire dans la prospective qu'il va y avoir un empire, une puissance impériale indonésienne. Surtout quand il l'écrit, puisqu'il l'écrit quand même en 90. Oui, oui, c'est pas un reproche. Oui, oui. Je dis juste que voilà. Donc ce sont ces 2 thèses, dont je constate qu'elles sont invalidées. Mmh mh. Heu et donc j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme grille de lecture qui fonctionnerait, Mmh. et donc je ne prétends pas en inventer une, j'ai juste, comment dire? Remis au bout du jour, réhabilité, j'allais dire, une vieille, une grille de lecture des relations internationales ancienne et vénérable, qui est l'école réaliste des relations internationales, qui a que certains pères fondateurs notamment, parce qu'en relations internationales, souvent, vous avez des théoriciens purs, OK, Mmh mh. mais vous avez aussi des gens qui vont avoir une pratique qui va faire école. Mmh mh. Alors, parfois, ils écrivent aussi des livres, Mmh mh. et ça donne par exemple Kissinger, ça c'est Mmh. le cas le plus connu récent, mais Bismarck. moi, mon préféré, alors il y a Bismarck, mon préféré en fait dans l'école réaliste des relations internationales, c'est Richelieu. Mmh mh. Richelieu qui laisse d'ailleurs un testament politique, donc qui a écrit aussi, c'est l'idée que, les États ont des intérêts dictés par des des comment dire? Des impératifs objectifs de survie et de prospérité. Voilà, et que dans ce contexte-là, ils ont des jeux d'alliance, de compétition, de coopération, et cetera. Bon, ça, c'est le cadre réaliste d'analyse.
Donc ça veut dire que dès qu'on commence à vous dire que sur une question de relations internationales, voici les gentils, voici les méchants, l'école réaliste va vous dire: «Excusez-moi, je suis daltonien, je ne vois pas les questions de bien et de mal quand j'examine les relations internationales parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est des rapports de force, et cetera». Et alors donc dans ce monde amoral, Justement, vous dites qu'il y a des empires c'est qui ça. Alors émergent? oui, c'est ça, je définis comme empire Mmh mh. des puissances, le petit nombre de puissances qui sont suffisamment fortes pour, heu, avaler d'autres pays plus faibles dans leur sphère d'influence et en même temps suffisamment forts aussi pour qu'aucune autre puissance ne puisse leur faire ça à elles. Mmh. Et alors Alors pour moi, en fait, on pourrait appeler, cela au lieu d'appeler ça des empires, on pourrait appeler ça des puissances de premier rang. d'accord. On pourrait l'appeler comme ça. Mmh mh. Les puissances de second rang étant toutes celles qui sont dans la roue d'une puissance de premier rang parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Mmh. Et j'ajouterais donc qu'il y a celles dont tout le monde se fout. Par exemple, ce n'est pas faire insulte au Bhoutan de dire qu'au niveau des relations internationales, à l'heure actuelle, à peu près tout le monde s'en fout, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mmh. Et puis il y a ceux qui sont des terrains de lutte, Mmh. terrains de jeu, pardon de le dire comme ça. Le plus bel exemple aujourd'hui, c'est l'Ukraine, Mmh. qui est tiraillée entre 2 zones impériales, l'Empire américain et l'Empire chinois. Mmh. Entre d'une part l'Ukraine, qui tend qui penche vers l'Empire américain et pendant ce temps-là, la Russie qui, elle, est un vassal maintenant depuis plusieurs années de l'Empire chinois. Mmh. Puisque la Russie n'est pas un empire. La Russie aimerait bien, mais elle ne l'est plus. Et la Russie est un vassal, très puissant certes, mais c'est quand même un vassal de l'Empire chinois, Et en quoi est-ce que qui ce lui fournit ses armes à l'heure où on parle d'ailleurs. et en quoi est-ce que ce concept d'empire est, je dirais, utile dans à la fois votre intitulé puis votre analyse? Puisque, bon, c'est quand même un terme très connoté et après, je sais pas ce qu'il en est, mais on peut le discuter, disons, puisqu'effectivement puissance Hein? de premier rang est beaucoup moins discutable qu'empire. Bah, en fait, ça veut dire la même chose. Mmh. Ça veut dire la même chose. C'est-à-dire qu'un empire, heu, est une puissance qui va au-delà du simple fait d'assurer sa propre souveraineté. Un empire, bah, exerce un empire précisément, c'est-à-dire a des vassaux Et alors et pardon, mais oui et l'empire, là où c'est ce qui est bien, c'est que si vous avez un choc des empires, vous comprenez tout de suite, c'est en fait, parler de choc des empires et non pas de nouvel ordre multipolaire, ça veut dire la même chose que nouvel ordre multipolaire, mmh. mais en introduisant tout de suite l'enjeu de la compétition, coexistence, cohabitation entre des puissances. C'est pas juste, «Ah tiens, il y a un constat qui serait d'ordre physique», quelque chose comme ça. Non, il existe une lutte. Il D'accord. existe une lutte. Et donc quand on parle de choc des empires, ça inclut ce concept inclut une dynamique Mmh. et une dynamique qui est par défaut conflictuelle. Voilà. C'est la grosse différence avec, le fait de parler d'un nouvel ordre multipolaire et surtout, ce la différence fondamentale avec le choc des civilisations, c'est que la les identités culturelles ne sont pas un critère pertinent. Mmh. On peut parfaitement avoir en fait, la culture ou la civilisation ou tout ce que vous voulez de cet ordre des, États n'est pas un critère déterminant dans le fait que ce soit un empire ou pas et dans le fait que ce soit le vassal d'un tel plutôt que d'un tel. Mmh. Ce n'est pas pertinent. Mmh. Ce qui est pertinent, c'est l'état des rapports de force. C'est important à souligner à mon avis parce que ça permet d'éviter ce qui à mon avis est systématiquement dangereux, c'est-à-dire les grilles de lecture essentialisatrices de quoi que ce soit. Mmh. Et alors donc si j'ai bien suivi ce que vous disiez avant de donner la parole à mon camarade, les empires que vous définissez, vous en définissez, 3, l'empire américain, l'empire chinois et l'empire indien. Puis vous en Ouais. ajoutez, je dirais, 2, un qui est en formation, qui est l'empire indonésien et puis l'autre que vous souhaitez, que vous appelez de vos vœux, qui est, l'empire européen, c'est Oui, ça? alors je précise il y en a un je précise qu'il y en a un qui aimerait l'être, enfin qui comment dire? Il y en a un qui joue à l'être, qui est ce que j'appelle le pseudo-empire russe, c'est-à-dire qu'il garde de l'époque où il en était un, c'est-à-dire l'empire soviétique. Il garde de ça toute une attitude, toute une posture, mais en fait, c'est de la mise en scène, c'est qu'il aimerait bien en être un. Mmh.
Et donc ça, c'est le pseudo-empire russe qui en réalité est un vassal de l'empire chinois. D'autre part, il y a un pays, au contraire, qui pourrait l'être et qui refuse de l'être, parce qu'il sait que s'il essaye, il va s'en prendre plein la gueule très vite. C'est le Japon. Le Japon a déjà essayé d'être un empire, il s'est heurté à la sphère d'influence de l'empire américain. Et ça s'est très très mal fini pour lui, et donc le Japon, c'est ce que j'appelle le non-empire. C'est-à-dire qu'ils pourraient, je le répète, mais ils ne veulent pas. C'est hors de question.